Alors, on se pose une question, hein. Qui, parmi nous, né entre 1981 et 1996, n'a jamais eu cette impression d'être, complètement dépassé? Hmm. Cette fatigue chronique, même quand on est jeune, ce sentiment de jongler avec 1000 trucs, le boulot exigeant, la vie perso compliquée, la techno qui change tout le temps. Oui, je vois très bien. J'ai même entendu cette histoire de Voltaren, l'anti-inflammatoire, qui deviendrait presque une routine du soir pour certains trentenaires. C'est fou, non? Ça en dit long sur l'usure. C'est une image forte, ouais. Et c'est vrai, et ça touche pile au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi cette génération Y, les fameux millennials, est si souvent associée au mot burn-out? C'est ça, l'épuisement professionnel ou même juste l'épuisement tout court. Exactement. C'est un peu comme si c'était devenu leur signature. Alors, on va essayer de creuser ça. On s'appuie pas mal sur les analyses d'Anne-Hélène Peterson dans son livre Can't Even: How Millennials Became the Burnout Generation. D'accord. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment on en est arrivé là. Comment toute une génération a pu se retrouver dans cet état d'épuisement quasi permanent. Et surtout, est-ce qu'il y a des pistes pour s'en sortir? C'est la grande question. Pour commencer à y voir clair, faut peut-être regarder un peu en arrière, non? Voir le monde dans lequel leurs parents, eux, ont grandi. Absolument. C'est essentiel. Remontons un peu à l'époque des baby-boomers. Ce n'est en gros après la guerre jusqu'à vers le milieu des années 60. Leurs parents à eux, donc. C'est ça. Leur parcours type, enfin pour beaucoup d'entre eux, il était quand même marqué par une certaine prévisibilité. Une enfance souvent plus simple, moins... Cadré. Et après, Et après, une entrée sur un marché du travail qui semblait plus accueillant. plus accueillant, c'est-à-dire concrètement. On parle d'une économie qui tournait bien, de syndicats qui avaient du poids, d'entreprises qui formaient leurs employés. Ah oui, la formation en interne, ça existait vraiment. Carrément. Et la sécurité de l'emploi, notamment dans le public, c'était quelque chose de beaucoup plus tangible. Accéder à la propriété, acheter sa maison, fonder une famille, c'était des étapes, disons, plus accessibles avec un travail stable. On n'était pas obligé d'avoir un apport délirant ou de s'endetter sur 30 ans. Disons que l'immobilier, c'était un effort, oui, mais pas l'espèce d'Everest financier que c'est devenu pour beaucoup aujourd'hui. Les salaires permettaient de vivre correctement et les retraites, ça offrait une vraie perspective de sécurité. Le mantra, c'était un peu travail dur, suis le chemin et ça ira. Exactement. C'était un peu ça le deal implicite. Travaille sérieusement et tu auras ta part. Et pour une bonne partie d'entre eux, cette promesse s'est réalisée. Sauf que le décor change complètement au tournant des années 80, pile quand les millennials arrivent. Oui, là tout bascule. L'inflation qui grimpe en flèche, la mondialisation qui s'accélère, on commence à parler privatisation, dérégulation. Et ça a eu un impact énorme sur le monde du travail, j'imagine. Énorme, oui. Fini l'idée de l'emploi à vie comme norme, on commence à parler de flexibilité. Un joli mot pour dire précarité souvent. C'est un peu ça, contrat court, intérim, le freelancing qui n'est pas toujours choisi, et en même temps les systèmes de retraite solides qui s'effritent, le coût des études qui explose, littéralement. Sans parler de l'immobilier, le fameux boss final dont parle Petersen, quasi impossible sans aide familiale ou un endettement massif. Voilà. C'est dans ce contexte beaucoup plus instable, plus compétitif, que les millennials font leur premier pas. Et ça crée forcément un décalage avec les parents, non? Eux, ils ont connu autre chose. Ah oui, un décalage parfois immense. Des parents qui, avec leur propre expérience en tête, ont du mal à comprendre la nouvelle donne. D'où parfois les reproches. Ils sont gâtés, ils manquent de volonté. Alors que les conseils du type trouve un bon poste stable dans la fonction publique, ça ne correspond plus forcément à la réalité du marché actuel. Ça sonne un peu creux. Tout à fait. Et ce décalage, il n'est pas sans conséquence. Il va même influencer directement la façon dont ces parents vont élever leurs enfants millennials. Comment ça, Face à cet avenir qu'ils perçoivent comme beaucoup plus incertain, plus risqué, une nouvelle approche de l'éducation émerge, surtout dans certaines classes sociales. L'enfance qui devient moins un temps pour jouer qu'un investissement à long terme, c'est un peu ça l'idée du développement concerné. C'est exactement ça. L'expression vient de la sociologue Annette Larot, et Petersen la reprend. L'enfant devient l'objet d'une planification quasi stratégique. Stratégique? Carrément. Oui. L'idée, c'est de maximiser son potentiel, de lui donner toutes les cartes pour affronter la compétition future. Donc fini le temps libre un peu flou, place aux emplois du temps surchargés. Genre, Cours de musique, sport de haut niveau, soutien scolaire intensif, apprentissage précoce de langues étrangères ou de code informatique, les stages d'été qui doivent être utiles pour le CV, chaque moment doit être optimisé. on construit le CV dès la maternelle, quoi. Presque. C'est une caricature, mais l'idée est là.
On passe d'une logique où l'enfant grandit naturellement, explore par lui-même, à une sorte de professionnalisation de l'enfance. Et le but, c'est quoi? Le rendre plus employable? C'est ça. Le but est de développer les fameuses compétences valorisées sur le marché. La discipline, la gestion du temps, la résistance à la pression, savoir travailler en équipe, se créer un réseau tôt. Sur le papier, ça semble préparé au mieux. Mais j'imagine qu'il y a un revers à la médaille. Évidemment, le prix, c'est une pression énorme, dès le plus jeune âge. C'est la peur de l'échec qui s'installe très tôt. C'est la difficulté à faire les choses juste pour le plaisir, sans penser performance. Et surtout, peut-être apprendre que le repos, ne rien faire, c'est suspect. C'est du temps perdu, voire coupable. Exactement. On apprend implicitement que l'inactivité est à éviter. On forme des individus très performants, très adaptables, mais qui risquent d'être déjà épuisés avant même d'avoir vraiment commencé leur vie d'adulte. Une sorte de conditionnement à la performance non-stop? C'est ça. Et ce conditionnement va résonner très fort avec l'évolution du rapport au travail chez les millennials. Parce que là aussi, il y a eu un glissement idéologique majeur par rapport à la génération d'avant. Ah oui, lequel? Le travail n'est plus vu seulement comme un moyen de gagner sa vie, un gagne-pain. Il doit être une passion, une source d'épanouissement personnel, le reflet de qui on est. Le fameux «choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie». On nous l'a tellement servi celui-là. Voilà. Un idéal très séduisant en apparence, mais qui, comme le montre bien Petersen, s'est transformé en un levier d'exploitation assez redoutable pour les entreprises. Comment ça, d'exploitation? Si t'es passionné, pourquoi tu compterais tes heures? Si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu devrais accepter un salaire plus bas, non? La passion devient une excuse pour justifier des conditions de travail parfois limites. C'est le piège de la passion, comme elle l'appelle. Exactement. Et on voit aussi d'autres phénomènes. L'inflation des titres de poste super ronflants qui cachent des pages pas si valorisantes. Genre manager des relations publiques pour faire du service client de base. Par exemple, ou la généralisation du statut de freelance, présenté comme un choix de liberté, mais qui permet surtout aux entreprises d'économiser sur les charges sociales, la formation, les congés payés, tout en demandant souvent une implication totale. Et la rémunération qui se transforme en opportunité de gagner en visibilité ou en expérience enrichissante, surtout dans certains domaines. Ah oui, les métiers créatifs, culturels, journalistiques, ils ont particulièrement pris cher avec cette logique. Demander de bosser gratuitement ou pour une somme ridicule en échange de crédits ou de vagues promesses futures, c'est devenu presque banal. La passion comme seule monnaie d'échange. Calmer certaines ardeurs. Oui, heureusement. La crise a été un électrochoc pour beaucoup. Moins d'emplois, des exigences complètement délirantes pour les postes restants. Je cherche stagiaire bac+5, bilingue anglais-mandarin, 5 ans d'expérience souhaitée. Ouais, on a tous vu passer ce genre d'annonce. Donc forcément, beaucoup de millennials ont réalisé que la passion c'est bien joli, mais ça ne paie pas les factures. La nécessité d'une rémunération juste, de conditions de travail décentes et du respect des limites entre vie pro et vie perso, ça a commencé à faire son chemin. Mais c'est un combat permanent, j'imagine, parce que l'idéologie du travail-passion est encore très présente. Très présente, oui. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter une autre couche à ce tableau déjà bien chargé, l'impact de la technologie. Ah, la technologie. Les millennials, c'est cette génération un peu charnière, non? Celle qui a connu le monde avant Internet, le modem 56K qui faisait du bruit. Exactement. Le Minitel pour certains, puis ICQ, MSN Messenger, et ensuite l'arrivée de Facebook, des smartphones, de la connexion permanente. On aurait pu penser que tous ces outils allaient nous libérer du temps, automatiser les trucs pénibles. C'était la promesse, en tout cas, mais l'effet a souvent été paradoxal. Au lieu de nous libérer, la technologie a souvent resserré les chaînes. La fameuse laisse numérique. Le smartphone collé à la main, les notifs qui n'arrêtent jamais. Les emails et les messages WhatsApp du boulot qui débordent sur le soir, le week-end, même pendant les vacances. La frontière entre le pro et le perso est devenue ultra poreuse. Parfois, elle n'existe plus du tout. Et cette disponibilité constante, c'est presque devenu une attente normale, non? Une attente implicite, oui. Du coup, déconnecter devient difficile. Ça génère de l'anxiété. Pourquoi? Ça renvoie à ce conditionnement dont on parlait tout à l'heure, le développement concerté. Il faut toujours être actif, optimiser, être réactif. Le repos, c'est suspect. L'injonction à la performance est étendue partout, facilitée par ces outils. Tout à fait. Et ça écorne sérieusement le mythe du freelance libre qui travaille en sirotant un cocktail au bord de la piscine.
Ah oui, l'image d'Épinal. La réalité, c'est souvent une course épuisante pour trouver des missions, une charge administrative énorme, l'incertitude financière permanente, et cette pression de devoir être toujours disponible, de peur de rater un contrat ou de perdre un client si on prend quelques jours off. Les outils censés libérer deviennent des outils d'auto-exploitation. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, conçus dès le départ pour capter notre attention et la garder le plus longtemps possible. Pour la monétiser, oui. Exactement. Et le résultat, c'est qu'on est plongé en permanence dans un bain de comparaison sociale. On voit défiler les vies apparemment parfaites des autres, les succès pros, les voyages de rêve, le bonheur familial mis en scène. Et c'est dur de ne pas se sentir un peu nul à côté. Insuffisant, c'est ça. Cette comparaison constante, ça nourrit l'anxiété. La pression de devoir réussir selon des standards souvent inatteignables. Et ça pompe une énergie mentale considérable. C'est un facteur d'épuisement à ne pas négliger. Donc, si on résume un peu, on a une génération qui a été éduquée pour être hyper performante, développement concerté, Oui, qui débarque sur un marché du travail devenu plus précaire et qui utilise l'idée de passion pour parfois justifier de moins bonnes conditions. c'est ça. Et qui, en plus, est constamment connectée, sollicitée et mise en comparaison par une technologie omniprésente qui brouille toutes les limites. Ça fait beaucoup pour une seule génération, effectivement. C'est un peu la tempête parfaite, comme tu disais. Oui, c'est un tableau assez chargé. Mais ce qui me frappe aussi, c'est la résilience. Malgré tout ça, cette génération, elle tient le coup, elle invente des trucs, elle cherche d'autres voies, elle essaye de construire sa vie différemment. On n'est pas juste des victimes passives. C'est un point crucial. L'analyse de Petersen, ce n'est pas juste une plainte. C'est une analyse des structures, des mécanismes en jeu, et ça pointe vers quelque chose d'important. Au-delà des facteurs externes, économiques, technologiques, le cœur du problème est peut-être aussi devenu interne. Interne. C'est-à-dire, cette difficulté qu'on a profondément ancrée à ralentir, à s'autoriser à faire des pauses, à se déconnecter sans se sentir coupable. C'est une compétence essentielle qui ne nous a pas été enseignée, au contraire même. Donc, le vrai défi, ce serait d'apprendre à dire stop, à se détacher de cette idée que seule la productivité et la performance sont de la valeur. Apprendre que notre valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas à notre capacité à optimiser chaque seconde de notre temps. Oui, C'est une piste de réflexion intéressante. c'est une piste majeure, je pense. D'abord, reconnaître que cet épuisement, ce n'est pas un échec personnel. C'est le symptôme d'un système, d'une culture qui nous pousse sans cesse à dépasser nos limites. D'accord, et une fois qu'on a reconnu ça, À partir de là, on peut commencer à revendiquer plus activement notre droit à repos, notre droit à la déconnexion, notre droit à l'inutilité choisie parfois. le droit de juste être sans objectif de performance derrière. Exactement. Alors, la question finale, ce n'est peut-être pas seulement pourquoi on est épuisé, mais plutôt quelle est la toute petite action que je pourrais faire, là, aujourd'hui, pour commencer à reprendre un peu de temps pour moi, un peu d'espace mental, sans culpabiliser. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement, même à une toute petite échelle, de vivre à sa propre mesure, en décalage avec toutes ces pressions? Une question qui résonne fort, je crois, bien au-delà de la seule génération milléniale d'ailleurs, dans notre monde actuel obsédé par l'optimisation. Oui, ça nous concerne un peu tous, finalement. Bon, voilà de quoi réfléchir. En attendant, on garde peut-être le Voltaren, pas trop loin, au cas où. Sait-on jamais? Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.